Et la séance continue, restez avec nous sur LCP. On va débriefer ensemble ces questions au gouvernement avec vous, Fernand Tavares, depuis la salle des 4 colonnes, les premières réactions politiques. Merci et à tout à l'heure. Et puis, c'est une tradition dans cette émission, un débat face à face entre deux députés. Aujourd'hui, pour le groupe Les Républicains, Guillaume Larrivé, député de Yonne, sera face à Razi Hamadi, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Twitter via le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par la Grèce. Une sortie de crise se profile pour le pays. La réunion la nuit dernière à Bruxelles pour tenter de sauver le pays de la faillite s'est terminée sur une note optimiste. Un accord est attendu d'ici jeudi matin. Il faut un accord global et durable. C'est ce qu'a répété Michel Sapin en question au gouvernement. On l'écoute et on réagit juste après. Lorsqu'il faut conseiller, nous conseillons. Lorsqu'il faut accompagner, nous accompagnons. Lorsqu'il a fallu, à un moment donné, dire à la Grèce, là ça ne va pas, là ne vous êtes pas avec des propositions suffisamment précises, nous l'avons fait. Et maintenant que le gouvernement grec fait des propositions solides et sérieuses, nous disons à tous, c'est à partir de ces propositions que nous devons travailler pour trouver les bases d'un accord. Un accord pour la Grèce global et durable, c'est bien entendu les mesures qui permettront à la Grèce d'équilibrer son budget, mais c'est aussi la solidarité nécessaire pour soutenir l'investissement et la croissance qui est le seul moyen pour la Grèce de retrouver un avenir durable. Et direction la salle des 4 colonnes avec vous, Fernand Tavares. Vous êtes aux côtés d'André Chassaigne, le président du groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale. Alors, on vient d'entendre le ministre Michel Sapin. On voit bien dans cette affaire, il y a ceux qui dirigent évidemment l'Europe tout entière. Il y a les problèmes du gouvernement grec, les problèmes du Parlement grec et aussi les problèmes du peuple grec. Au point où nous en sommes, quelle est la réflexion de votre groupe là-dessus ? Je voudrais d'abord dire que les propos tenus par le ministre Sapin vont dans le bon sens. Les propos que le président de la République a pu tenir auprès des délégations qu'il a rencontrées vont dans le bon sens. Mais il faut maintenant que la France fasse en quelque sorte peser le point sur la table pour arriver à une solution qui respecte le peuple grec. Parce que derrière tout ça, c'est toute la politique d'austérité mise en œuvre au niveau de l'Europe dont il est question. Donc il faut trouver un accord, mais un accord qui soit durable. Et on sait bien que pour que le peuple grec puisse s'en sortir, il faut pouvoir lui permettre de se développer et il ne faut pas l'étrangler avec des contraintes qui soient des contraintes inacceptables. On a vu que c'est contre-productif que d'étrangler un peuple comme le peuple grec. Justement, entre le peuple grec et le nouveau gouvernement grec, on l'a vu, ces manifestations très importantes ces jours derniers montrent quand même que le problème est difficile à résoudre et qu'il y a peut-être un dialogue de sourds. Alors comment s'en sortir ? Moi je pense pas. Je pense que le gouvernement en place en Grèce est plutôt en harmonie avec son peuple. Certes, il y a des manifestations pour qu'une solution soit trouvée, mais ces manifestations pour autant ne disent pas que le peuple doit être étranglé. Il faut donc notamment faire la vérité sur la dette. Si on ne fait pas la vérité sur la dette, comme ça a été fait d'ailleurs au Parlement grec la semaine dernière, on ne trouvera pas de solution. Il y a derrière tout ça des dettes inacceptables, des dettes illégitimes, et il faut donc restructurer la dette, tenir compte de cette exigence-là. Merci beaucoup André Chassaigne. Ahmed Tazir, c'est à vous. Merci André Chassaigne, merci Fernand Tavares. Donc il n'y a pas eu, messieurs, d'accord hier, mais on est sur la bonne voie. Est-ce que vous pensez que la crise est terminée, Razi Hamadi? Elle ne sera terminée que lorsque nous aurons un accord global et durable, comme l'a dit le président de la République. Je suis en même temps heureux d'entendre André Chassaigne dire ce qu'il dit, en disant que les déclarations de Michel Sapin, du président de la République, y compris lorsqu'il les a reçues la semaine dernière, allaient dans le bon sens. Il y a une position raisonnée de la social-démocratie, de la gauche, rassemblée en France sur le dossier grec. Donc, elle repose sur quoi cette position ? Elle repose sur le sérieux et la solidarité. Le sérieux, c'est qu'à un moment donné, il faut des mesures. Je rappelle quand même aujourd'hui le papier de Libération où Jean Quatremer revient sur un certain nombre de mesures existantes en Grèce. Vous avez quand même un tiers des fonctionnaires qui partent à 55 ans en retraite et certains à 42 ans. Pour autant, moi j'entends aussi ce qu'a dit Michel Sapin qui me satisfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'essuyer les pieds sur la démocratie et demander à ce gouvernement-là, celui de Syriza, de mener la même politique que les conservateurs et néoconservateurs qui les ont précédés. Donc la France a une position progressiste, sérieuse, d'équilibre, parce que le débat, il a lieu principalement entre la droite allemande
C'est entre Schäuble et Merkel qu'il y a débat. Schäuble qui a une position jusque-boutiste et Merkel qui comprend bien que c'est aussi l'avenir de l'Europe et des Grecs qui se joue là. La France est engagée à hauteur de 40 milliards d'euros de prêts consentis directement aux Grecs. Je pense qu'il est sujet aujourd'hui de sauver la Grèce pour sauver l'Europe et en même temps de faire en sorte qu'ensemble nous progressions et que, en effet, l'austérité ne soit pas la réponse parce qu'elle ne mène pas au désendettement et encore moins à la croissance. Je vous interromps tout de suite parce qu'on va se diriger vers les 4 colonnes. Fernand Tavares, vous êtes aux côtés du président de l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Président, voilà une question qui va dépasser des clivages politiques pour une fois. C'est l'installation, on l'espère, des Jeux Olympiques à Paris. Alors ça vous concerne aussi, parce que vous êtes un élu, que dans votre circonscription, eh bien, on regarde ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes motivé par éventuellement l'avenue des Jeux Olympiques à Paris et au-delà, évidemment, dans les départements limitrophes? Est-ce que vous défendez bec et ongle cette idée? Et autour de vous, est-ce que vous avez des gens de droite, de gauche, des parlementaires? Vous sentez qu'il y a une unanimité pour enfin remporter ces Jeux Olympiques ici? J'ai organisé il y a peu de temps, il y a 3 semaines, une réunion des députés de droite et de gauche qui voulaient soutenir le mouvement sportif, qui voulaient soutenir cette candidature. Et croyez-moi que ça a été un plaisir de les voir rassemblés pour dire ce coup-ci, il faut que l'on réussisse notre candidature et que l'on puisse les avoir parce que c'est un signal international qu'émettra la France en disant regardez notre jeunesse, regardez notre volonté de rentrer dans la transition énergétique, regardez la manière dont nous voulons organiser aussi d'une manière populaire ces Jeux Olympiques. Alors la fausse question, la vraie fausse question, c'est de voir le coût de l'opération, parce qu'il y aura évidemment des retombées pour les uns et pour les autres à Paris, mais aussi dans votre circonscription ou dans celle des autres. Alors bien entendu, ne serait-ce que par le public que cela attire, ça aura des conséquences. Mais nous avons un avantage en plus, c'est que nous pourrons faire ces Jeux, les organiser d'une manière économique. Parce que pour l'essentiel des lieux sportifs où se dérouleront les grandes manifestations, ils sont construits. Ils auront à bénéficier d'un certain nombre de travaux de modernisation. Je pense au Stade de France, en Seine-Saint-Denis en particulier. Il faudra que l'on ait enfin une grande piscine olympique, mais je pense que à la fois les lieux, les équipements et les paysages que peut offrir Paris et la région Île-de-France seront un magnifique écrin pour pouvoir accueillir ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous en direct. À vous, Ahmed. Merci Fernand Tavares et merci au président de l'Assemblée nationale. Guillaume Larrivé, on va revenir sur la Grèce. Là, vous me disiez la Grèce, les Jeux Olympiques c'était grec avant. Est-ce que vous pensez, pour revenir au fond du problème grec, est-ce que vous pensez que cette crise est terminée ? Je veux surtout penser, bien sûr, aux contribuables grecs, aux consommateurs grecs, aux intérêts grecs, mais aussi aux intérêts français. Consommateurs français, à l'épargnant français, aux contribuables français. Razi Hammadi, à l'instant, disait qu'il faut respecter les choix démocratiques du peuple grec qui a choisi Syriza. Ok, bien sûr, il y a eu un vote. Mais la vérité aussi, c'est que ce gouvernement invraisemblable d'extrême gauche, qui a d'ailleurs à peu près le même programme économique que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en France réunis, ce gouvernement est quand même globalement dangereux et pour les Grecs et pour les Européens. Donc, ce que je souhaite de manière très pratico-pratique, c'est évidemment qu'il y ait les termes d'un accord, mais un accord dont la facture soit pas présentée sous une forme ou sous une autre aux contribuables européens et en particulier aux contribuables français. Il n'est quand même pas extravagant de demander aux Grecs de bien vouloir payer leurs impôts. Il n'est pas extravagant de demander aux Grecs de bien vouloir avoir une administration digne de ce nom. La vérité, c'est que pendant des années, ils ont vécu très au-dessus de leurs moyens. Ils ont tiré des chèques en blanc sur les contribuables européens et notamment sur les contribuables français. Ça suffit. Est-ce qu'il ne faut pas se faire une raison? La dette grecque, elle ne sera jamais payée, franchement. Il faut trouver les termes d'une renégociation et d'un vrai ajustement budgétaire et fiscal pesant d'abord sur les Grecs qui sont responsables de leur propre turpitude. Faisons attention et soyons rigoureux sur les termes. Que vous ne payez jamais l'intégralité de vos dettes, Monsieur Larrivé ou moi-même, nous sommes des personnes physiques, notre vie s'arrêtera un jour. On n'est pas immortel. Le problème, c'est que l'État, lui, il est immortel. Donc la question n'est pas de savoir si un jour ils vont rembourser. L'important, c'est d'avoir une soutenabilité. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Deuxième chose, il ne faut pas généraliser les Grecs. Ceux qui ne payent pas les impôts, aujourd'hui, c'est principalement les milliardaires grecs. Et ceux qui ont beaucoup de revenus. Les Grecs, eux, on paie beaucoup d'impôts. Et on paye même
trop, puisqu'on voit que ça asphyxie. Le gouvernement grec, est-ce qu'il doit payer l'intégralité de sa dette? L'intégralité de la dette, non. Il n'y a aucun pays qui paye l'intégralité de sa dette. On est sorti de ce système qui faisait que les nations faisaient des guerres du fait de balances commerciales déséquilibrées. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais une dette, elle se règle pas définitivement. Une dette est faite pour... Pardon, Razi Hammadi, mais une dette, y compris une dette publique, elle est faite pour être remboursée. Mais bien sûr que mais pas intégralement remboursée, ça n'a pas de sens de dire ça. Elle doit être remboursée progressivement avec ce qu'on appelle techniquement une gestion active de la dette. Mais enfin, concrètement... Mais ça n'a pas de sens de dire ça pour un État. Pardonnez-moi. Il y a un niveau de dette. Mais bien sûr que si. Il se réduit, il évolue, mais bon, soyons concret. La République française, par exemple, émet ce qu'on appelle les OAT, les obligations du Trésor. Bien, à un moment, naturellement, l'agence qui gère cela pour le compte de l'État, qui s'appelle l'agence France Trésor, renégocie des dettes, rembourse des dettes, en rachète sur d'autres marchés. Mais n'essayons pas d'embrouiller les téléspectateurs par des raisonnements techniques qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une vérité. On est toujours attrapé, si vous voulez, par la réalité. Il y a une vérité, c'est que les gouvernements grecs successifs ont trop dépensé globalement. Ils ont même trompé les institutions européennes en entrant quasiment en réalité frauduleusement dans l'euro, en maquillant leurs comptes. Et il est naturel, il est raisonnable, il est responsable que les Grecs assument les choix politiques qui ont été les leurs. Et le contribuable français, de mon point de vue, ça peut être une différence entre nous, le contribuable français, de mon point de vue, ne doit plus payer. Non. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a une différence, il y a une différence évidemment, mais je ne suis pas pour déconnecter l'enjeu grec des 40 milliards prêtés par la France qui ont un impact sur le contribuable français, soyons bien d'accord. Pour autant, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il faut pas être dans des débats manichéens. On peut pas dire que l'administration, comme vous l'avez dit tout à l'heure, grecque n'est pas au niveau, et dire que nous, on serait parfait, sachant que les hauts fonctionnaires, français et européens, lorsque, au début des années 2000, l'euro a rejoint la Grèce a rejoint l'euro, mais tout le monde savait que les comptes étaient trafiqués. Tous ces hauts fonctionnaires-là le savaient, d'accord ? Et c'est quand même un haut fonctionnaire qui a eu cette expression. La Grèce, c'est notre club Med, on sait bien, mais on se le paiera. Donc, il y a une faillite de gestion qui est partagée avec les Grecs. Maintenant, le problème, c'est que les conséquences dont vous parlez sur le contribuable français, où on est dans une vision fermée, qui est la vôtre, je le crois, et qui est de considérer qu'il y a les Grecs qui dépensent, les Européens qui payent, et nous qui leur prêtons. C'est que si on échoue à sauver la Grèce, alors qu'elle représente 2% du PIB, c'est un échec pour toute l'Europe. C'est l'annonce de la réversibilité du processus européen. Aujourd'hui, vous avez les Grecs qui manifestent pour qu'ils restent dans l'euro. Vous avez la gauche de la gauche en France qui se mobilise pour qu'ils restent dans l'euro. Bon, allons-y, on peut le réussir ensemble. Il faut qu'ils fassent des réformes. Il faut que ça soit acceptable. Mais en même temps, on ne peut pas demander ce qui ne pourra même pas être validé par leur propre Parlement. On tourne un peu en rond. Il faut réussir. On tourne un peu en rond. Ma conviction vraiment, c'est précisément qu'il faut en finir. Ça fait 4-5 ans, en réalité, que les Grecs nous mènent en bateau, pardon d'être un petit peu direct. Et je suis pour une solution assez rude pour que chacun soit mis face à ses responsabilités. Concrètement, aujourd'hui, mardi... Il faut aller au bout. Razi Hammadi, nous sommes parlementaires nationaux, nous ne sommes ni à ce stade. Ça ne nous empêche pas d'avoir un point de vue. Ça ne nous empêche pas d'avoir un point de vue. Ministre de l'économie et des finances, il y a une négociation jusqu'à jeudi. On ne va pas la perturber par des commentaires inutiles, mais je pense qu'il faut à un moment qu'il y ait une espèce de vérité des prix. On ne peut pas éternellement faire des chèques en blanc. On ne peut pas aller de sommet en promettant un ajustement pour le coup d'après. Ça n'est plus possible. Sur le même thème, Razi Hammadi, est-ce que c'est pas cet accord qui se profile avec la Grèce, est-ce que c'est pas le mauvais exemple donné aux mauvais élèves? Est-ce que ça va pas donner de mauvaises idées aux autres sur le thème, on peut ne pas payer, c'est pas grave. Il faut trouver cette ligne d'équilibre. Il faut trouver cette ligne d'équilibre et en même temps, attendez, et en même temps, faut essayer de jouer le fait de desserrer les étaux. La position intransigeante, par exemple, du FMI est un peu tout de même, par la voix de Christine Lagarde, difficilement acceptable telle qu'elle. Sur le FMI, un point, ça c'est très intéressant. On est quand même tombé bien bas. Que l'Union européenne soit en réalité dans la main du Fonds monétaire international, comme un pays en voie de développement, c'est quand même un vrai sujet. On ne soit pas capable, au plan européen, de trouver des solutions à ces problèmes, je trouve que c'est un vrai motif d'humiliation.
Je suis d'accord. Guillaume Larrivé, on va passer à un autre thème qui vous tient à cœur. Le gouvernement est bientôt au bout de ses peines. Le très controversé projet de loi sur le renseignement, relancé en janvier dernier par Manuel Valls aussitôt après les attentats de Paris, revient aujourd'hui au Sénat pour y être voté définitivement. Les députés doivent en faire autant de même. Un texte liberticide pour les écologistes, un texte soumis à un triple contrôle, dit Bernard Cazeneuve. On l'écoute et on réagit juste après. Oui. Cette loi, et vous ne l'avez pas dit dans votre question, donc je me permets de le souligner dans ma réponse, est une loi qui encadre l'activité des services de renseignement. Une activité qui jusqu'à présent n'était pas encadrée, et par la mise en place d'un triple contrôle. Le contrôle d'une autorité administrative indépendante, la CNCTR, qui pourra contrôler l'activité des services de renseignement avant que les techniques ne soient déclenchées, pendant leur mise en œuvre et a posteriori. Il y aura un contrôle juridictionnel qui jusqu'à présent n'existait pas, un contrôle juridictionnel assuré par le Conseil d'État et qui permettra d'ailleurs aussi bien à la SNCTR qu'au juge administratif, au Conseil d'État, de saisir le juge pénal s'il est constaté qu'une infraction pénale a été commise dans le cadre de la mobilisation de ces techniques de renseignement. Et direction la salle des 4 colonnes avec vous, Fernand Tavares. Vous êtes aux côtés de Sergio Coronado, le député écologiste qui a posé la question. Sergio Coronado, effectivement. On a l'impression que le ministre de l'Intérieur vous a à peu près entendu. Enfin là, il parle de triple contrôle. Est-ce que maintenant, vous êtes rassuré ? C'est un contrôle relativement virtuel. Je voudrais rappeler quand même que les opérations de surveillance qui sont désormais autorisées, qui bénéficient d'outils techniques extrêmement élaborés, ne sont pas encadrées par un juge judiciaire. Ce sont des opérations de police administrative qui bénéficient donc d'un contrôle relativement virtuel et très souple en fait, avec un avis de la CNCTR qui ne lit pas le Premier ministre. Et ce contrôle-là ne s'applique pas aux opérations qui sont menées à l'étranger. Et la commission mixte paritaire avait même d'ailleurs introduit un amendement qui permettait que les services mènent des opérations de surveillance sur des étrangers de passage en France, c'est-à-dire qu'on pouvait écouter, surveiller un chef d'État, un diplomate, un entrepreneur qui était de passage en France, sans aucun contrôle et sans que ce soit à destination de la lutte contre le terrorisme. Donc la réponse ne vous satisfait pas tout à fait ? La réponse ne me satisfait pas. Le gouvernement sait très bien que c'est un contrôle tout à fait virtuel, puisque toute personne qui a intérêt à agir peut saisir la CNCTR et le Conseil d'État. Enfin, vous savez que quand vous faites l'objet d'une écoute par les services, on ne vous prévient pas pour que vous alliez porter plainte ou que vous alliez saisir une instance de contrôle. Et puis par ailleurs, les conditions du contradictoire ne sont pas réunies devant le Conseil d'État non plus. Merci beaucoup, Sergio Coronado. À vous, Ahmed Tazir. Merci, Fernand Tavares, et merci à votre invité. Guillaume Larrivé, le texte arrive à l'Assemblée nationale pour un vote définitif, la loi sur le renseignement. Est-ce que vous allez la voter ? Ça n'est pas un texte parfait. Il y a un certain nombre de sujets qui manquent. Je pense notamment à la question du renseignement pénitentiaire qui n'est malheureusement pas traité. On en parlera. Mais est-ce que vous allez voter le texte ? Je pense que je vais voter ce texte. C'est une sorte de oui mais, si vous voulez. Oui, parce que globalement, ça va dans le bon sens. Ça donne des nouveaux moyens à des services de renseignement qui, dans le cadre républicain, doivent mieux protéger nos compatriotes. J'ai un certain nombre de réserves parce qu'il y a un certain nombre de lacunes. Et je suis très attentif, évidemment, à ce que dira le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur du contrôle constitutionnel. L'état de droit, il doit être fort pour protéger les Français, et il est fort aussi s'il est complètement légitime. Donc il y aura un contrôle par le Conseil constitutionnel, et le texte tel qu'il sera publié au journal officiel après le contrôle du Conseil constitutionnel... Il y aura une saisie par le Conseil constitutionnel, il sera saisi par des députés il sera saisi d'une part par le chef de l'État, qui l'a annoncé, mais aussi par un certain nombre de députés transpartis, dans une logique qui ne doit pas être partisane sur ces questions. J'ajoute, et j'en fais l'annonce d'ailleurs à votre antenne, que comme co-rapporteur pour l'application du texte, je ferai avec le rapporteur principal, Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'application sans doute en janvier 2016 pour rendre compte aux parlementaires de l'application de ce texte. Vous voyez, on est dans un processus, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire une législation dans le marbre pour des dizaines d'années. C'est un travail qui, à mon sens, va plutôt dans la bonne direction. Un texte qui va dans la bonne direction, Razia Madi ? Bon, d'abord, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'encadrement. Il n'y avait pas de cadre. Ouais, c'était pour légaliser un peu les activités des services secrets. Les choses se faisaient hors de tout contrôle. Et elles se faisaient. La raison d'État justifiant que l'infaisable se fasse. Pas tout à fait vrai. Il y a une loi depuis 25 ans sur les interceptions. 25 ans. Depuis, il y a les téléphones portables, depuis, il y a Internet, depuis, les mobilités ont évolué, depuis, les modes de transaction. Un cadre juridique voilà, un cadre juridique très vieux.
Deuxième chose, là où, pour ce qui me concerne, j'avais des réserves, j'ai rencontré beaucoup d'associations, des habitants de ma circonscription qui sont venus dans ma permanence me dire voilà là où on a un problème, etc. Et là où je les rejoins, c'est proportionnalité, principe du contradictoire. Et ça se focalise au niveau de la Commission nationale de contrôle. Et de ce point de vue-là, ce qui m'a amené et qui m'a convaincu de voter le texte, c'est la saisine du président de la République du Conseil constitutionnel, à laquelle se rajoute une saisine des députés et une saisine des sénateurs. C'est-à-dire que pour la première fois, nous allons avoir un seul texte qui va être contrôlé avec comme point de départ 3 saisines différentes du Conseil constitutionnel qui vont donc pouvoir viser des points différents du texte, des argumentations différentes. J'ose espérer, je crois, j'ai laissé là le bénéfice du doute à travers cette mesure de contrôle qui, à mon avis, à travers cette triple saisine, permettra de lever les problèmes que j'ai pu évoquer, si jamais il devait y en avoir. Voilà pour la procédure. Pour autant, je suis de l'avis de mon collègue Larrivé pour considérer qu'on touche à quelque chose de très sensible dans un monde où les choses vont de plus en plus vite et où on doit se donner la possibilité de faire évoluer le texte dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour les libertés fondamentales ou que ce soit pour l'efficacité du dispositif. Ça, c'était pour les questions de procédure. Sur le fond, on dit que la radicalisation islamiste, notamment, se fait souvent en prison. Or, il y avait un amendement qui voulait qu'il y ait un service de renseignement en prison pénitentiaire. C'est votre amendement? Oui, absolument. Bye. Il a disparu en commission mixte paritaire. C'est bon ou pas bon? J'apprends depuis 3 ans, je ne veux pas me hisser au-dessus de ma condition, à être dans l'opposition. Et donc j'ai bien compris qu'on n'est pas toujours la majorité par définition, comme dirait monsieur de la Palisse. Bon. Il se trouve que j'ai souhaité, moi, travailler sur ce texte depuis plusieurs semaines dans un état d'esprit qui est tout sauf partisan. Je crois beaucoup à la continuité de l'État sur ces questions majeures qui engagent la sécurité nationale. J'espère bien qu'en 2017, nous aurons à gérer le gouvernement de la République et nous aurons besoin des services de renseignement et d'un contrôle juridictionnel si les Français décident de nous confier les responsabilités. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai travaillé sur ce texte. Et dans cet état d'esprit-là, j'ai considéré, avec Jean-Jacques Urvoas, qu'en effet, la question du renseignement pénitentiaire devait être abordée de manière beaucoup plus volontariste. Nous avions fait un premier pas à l'Assemblée nationale. Malheureusement, les sénateurs ne l'ont pas jugé ainsi. La commission mixte paritaire a fait en effet que cet aspect du texte a malheureusement disparu. Il faudra y retravailler. Nous aurons d'autres occasions. Ma conviction, je suis encore allé sur le terrain dans 2 établissements pénitentiaires il y a quelques jours. Ma conviction vraiment, c'est qu'il faut qu'on muscle les capacités de renseignement pénitentiaire au sein même du ministère de la Justice, en liaison avec les services de police du ministère de l'Intérieur, mais au sein même du ministère de la Justice. Razia Abadi, pas de service de renseignement en prison, c'est Christiane Taubira qui l'a emporté? Ce n'est pas ce que dit le retrait de cet amendement qui permet un accord entre les sénateurs et les députés. Nous avons aujourd'hui du renseignement en prison, ça existe. Maintenant, la question c'était, devait-on passer par ces outils-là pour avoir du renseignement en prison? Et ces outils-là posent une question qui, pour moi, est d'ordre institutionnel, qui est la confusion des genres entre le pouvoir de la justice et le pouvoir de police. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Et à partir du moment où, dans le cadre pénitentiaire qui dépend du ministère de la Justice, on a cette confusion-là, je pense qu'il y a le doute pour beaucoup, et notamment moi, une crainte, pour être plus précis, qu'une ligne jaune soit franchie. Elle ne l'est pas, c'est tant mieux, avançons dans ce cadre qui fait consensus. C'est évidemment un vrai désaccord, parce que moi je soutiens au contraire que s'il y a bien un lieu où le pouvoir régalien doit s'exercer, ce sont les prisons. Et il s'exerce. 189 établissements pénitentiaires où par définition les détenus sont dans un lieu clos. Moi je n'accepte pas qu'ils continuent à communiquer avec des téléphones portables illégaux. Je n'accepte pas tous ces échanges, cette perméabilité avec l'extérieur. Et je pense que l'intérêt public commande d'augmenter notre capacité d'enseignement. Et donc, concrètement, par exemple, d'aller sonoriser certains lieux dans les prisons. Chose qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment... L'objectif, non mais attendez, l'objectif, c'est qu'ils n'utilisent pas de téléphone. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de la loi sur le renseignement intérieur pour limiter ça. Et vous vous dites, il faut qu'ils gardent des téléphones pour qu'on puisse les écouter. Parce que s'ils n'ont pas de téléphone, vous ne pouvez pas les écouter. Vous n'avez pas compris. Non, pas du tout. Quand je dis sonoriser, on est bien d'accord, s'ils n'ont pas de téléphone, ça ne sert à rien. C'est concrètement, par exemple, poser un micro dans une cour pour savoir ce qui se dit. J'ai rendu il y a quelques mois un rapport
avec 20 propositions très opérationnelles contre la radicalisation islamiste dans les prisons. Un certain nombre de propositions, d'ailleurs, qui avaient été toutes rejetées par Mme Taubira, ont été suivies par Manuel Valls, et ça, j'en suis plutôt heureux. Il y a eu quelques évolutions. Mais sur ces histoires de renseignement, on a un sujet qui est absolument gigantesque devant nous, qui doit être traité très sérieusement. Il y a de véritables bombes humaines dans les prisons. Il faut mieux les détecter, mieux recueillir le renseignement et mieux l'analyser. Sur cette loi renseignement, Edu Planen dit que c'est un coup d'État à froid. Dernière réaction. Il exagère? Il est, comme d'habitude, dans l'outrance, dans l'irresponsabilité et hors sujet. Écoutez, coup d'État, c'est quand même coup d'État quand même. Enfin, je veux dire, sur le pouvoir qu'on donne aux services de renseignement. C'est quand même le renversement des institutions. Allez, on va passer à l'économie. Le dernier thème, le patron de SFR propose 10 milliards d'euros pour acheter Bouygues Télécom. Manuel Valls pose ses conditions à un éventuel rapprochement entre les deux opérateurs, comme la préservation de l'emploi ou encore l'investissement. De son côté, Emmanuel Macron a fait part de ses inquiétudes sur les conséquences de ce rachat. Une offre qui va trop vite pour le ministre de l'économie. On l'écoute et on réagit juste après. Comment comprendre l'offre qui a été apparemment remise il y a quelques jours par le groupe SFR Numéricable ? Bien d'abord comme une offre qui va trop vite. Nous n'avons pas évalué à ce jour les résultats et les conséquences de l'offre de Numéricable sur SFR. Et nous avons des doutes en matière d'emploi, en matière de délai de paiement, par rapport aux engagements tenus. Ensuite, nous devons regarder de près les conséquences sur l'investissement. À court terme, sera-t-il bon ou pas? Je ne sais pas le dire. Sur l'emploi, il est à peu près évident que sur l'emploi, il y aura des destructions d'emplois à cause de cette opération. C'est ce qu'on appelle joliment les synergies. Et donc, nous sommes opposés à ce choix. Alors, question toute simple, messieurs, est-ce que vous êtes pour l'absorption de Bouygues Télécom par SFR? À ce stade, oui. Non. Et je vais vous répondre très simplement. Déjà, un ordre d'idée pour faire le lien avec le début de notre débat. Aujourd'hui, le groupe Numéricable est endetté à hauteur de 35 milliards d'euros, avec, ou un peu plus, 33, 35, 36, bref, on ne sait plus. En tout cas, on est dans cet ordre-là. Avec le rachat de SFR, on serait à plus de 44, 45 milliards. C'est déjà 40 fois plus que ce que doit trouver la Grèce. Vous savez, ce qui nous mobilise depuis des jours et des semaines. Ça n'est pas, déjà, moi, c'est la première chose qui m'inquiète. C'est ça le premier point. Le second élément, c'est pas simplement donc la consolidation, mais par qui elle se fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, je le dis, je prends mes responsabilités, du groupe de monsieur Drahi, qui est too big to fail, c'est-à-dire devenir suffisamment gros et suffisamment endetté pour être sauvé en cas de problème. Et ça n'est pas possible, parce que dépend de Numéricable la couverture des territoires ruraux, donc qui tient à cœur à monsieur Larrivé. Ce sont plusieurs milliards d'investissements. Je l'ai souligné. C'est, deuxièmement, la question de l'investissement au sens large, l'emploi et le consommateur. Donc, on est en train de travailler avec certains collègues sur les mesures de sauvegarde auxquelles on pourrait faire appel. On est en train de travailler avec certains collègues sur la manière dont on peut faire pression, y compris sur la licence. Mais en tout état de cause, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi par n'importe qui. On est en train de travailler, dit Razi Hamadi. Est-ce que l'État il peut s'immiscer dans la fusion de deux entités privées? Le vrai sujet, c'est la régulation de ce secteur des télécommunications. Quel doit être l'objectif? De mon point de vue, l'objectif prioritaire, ça doit être l'investissement pour avoir un réseau de téléphonie mobile qui couvre l'ensemble du territoire national et l'ensemble de la population. À mon avis, ça doit être la priorité absolue, la capacité d'investissement. Et je vais même vous dire, même si ça doit être financé, de mon point de vue, par une augmentation des tarifs pour les consommateurs dans les métropoles. Il y a aujourd'hui une véritable inégalité. C'est pas possible à droit constant, mais ça peut se modifier. Il y a aujourd'hui une véritable inégalité territoriale qui est absolument terrible, c'est que la téléphonie mobile passe pas concrètement dans des zones blanches et pas seulement dans des territoires où il n'y a pas de population, bien au contraire, dans des territoires où il y a de la population. Et donc je pense que cette question-là, du nombre d'opérateurs, est-ce qu'il en faut 4, est-ce qu'il en faut 3, doit être examinée au regard de la structure du marché, au regard de l'objectif que nous devons collectivement avoir, c'est-à-dire mettre fin aux zones blanches et investir dans le réseau. Le prix des télécommunications aussi, du coup, des prix des télécommunications qui pourraient augmenter, de la casse aussi en matière d'emploi. Comme pour tout marché, vous avez finalement plusieurs paramètres. Il y a un paramètre investissement, un paramètre marge et un paramètre prix des consommateurs. Arrêtons d'être. L'urgence pour moi, c'est l'investissement. Mais arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Soyons francs, directs, sans langue de bois avec nos téléspectateurs. Et j'espère que certains membres du gouvernement m'entendent. Un dernier mot. On a un groupe qui est endetté à plus de 30 milliards d'euros. Il va chercher 10 milliards d'argent frais en emprunt. Vous pensez qu'il les rentabilise comment?
Il dit quoi à la banque? Il dit, ben moi, une fois que je vais racheter Bouygues, eh ben je vais faire ce que l'on appelle du cost killing. Et je vais licencier, je vais supprimer des strates, je vais sous-estimer et sous-évaluer les investissements à faire, je vais tenter de surévaluer mes actifs. Et c'est comme ça que nous avons cette course en avant que personne ne veut voir, mais qui risque à terme, d'être une catastrophe industrielle. Cost killer. Très rapidement, dernier mot. J'ai beaucoup de sympathie pour l'enthousiasme de Razia Madi, mais je recommande beaucoup de sérénité et de sérieux technique dans l'examen de ce dossier. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. C'est pas sérieux le niveau d'endettement? Merci. On reprendra le débat plus tard, Razia Madi, on reprendra le débat plus tard, c'est la fin de cette émission. 19h30, le journal de la rédaction, Brigitte Boucher. 19h45, ça vous regarde, Arnaud Ardouin et ses invités reviennent sur la loi renseignement. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.